Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison. On va vous parler les chants de Nwing et pas le chant des Nwing. Enfin, on va se tromper je pense dans cette vidéo. C'est un des finalistes du PLIB de cette année. Voilà. PLIB adulte. Ouais, adulte. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc vous m'excuserez, mais je me souviens pas de grand chose. Et pour ma part, je viens de le finir là il y a quelques jours. Alors, début de lecture compliqué pour moi, je me suis ennuyée, on va dire, entre 13 et 20%, ça a été laborieux en fait, toute la première partie de mise en place. Et du coup ça m'a pas donné envie d'y revenir. Et heureusement, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai insisté un peu pour passer au-delà de ce blocage et pour le coup le reste je l'ai vraiment bouffé, enfin ouais, ça a été très vite. On s'est pas du tout ennuyé au même moment parce que moi le début j'ai beaucoup aimé, surtout le prologue. Bon, le prologue c'est pas très sportif, hein, c'est nettement moi. Parce qu'en fait je venais de lire Le Reflet Brisé, dont vous avez probablement déjà vu la comparaison, en tout cas qui est déjà sortie. C'était pas la plume de Le Reflet Brisé n'était pas incroyable. Et passer à cette plume là qui est très jolie, très bien faite, très intelligente, un chouïa poétique dans le prologue. Bah ça fait du bien et de toute façon c'est un livre qui m'intéressait, j'avais voté pour lui, c'est de la SF, enfin voilà, ce que le résumé en vantait ça m'intéressait, donc moi au début je me suis pas ennuyée. Mais je me suis ennuyée vers le milieu. En fait le livre est découpé en 3 parties. Je sais pas si... 4 même. Moi j'en ai dit 4. Bah en tout cas en ressenti ouais. Ça fait 3. Après je sais pas s'il est... C'est une découpe implicite, enfin il n'y a pas forcément de... Si, partie 1, partie 2. Ah ouais, ok. Et la deuxième partie, bah, c'est pas du tout ce que le résumé m'avait vanté. C'est plus les mêmes personnages parce qu'il y a une problématique de temporalité, de comment, de cryogénisation dans le sens, ouais c'est ça, en état de sommeil, enfin de voyage spatial et compagnie, et ça n'a plus rien à voir. Donc cette partie-là était très lente pour moi. Et la troisième partie un peu mieux, mais la fin ne vient pas relever le niveau en tout cas, pour plein de raisons qu'on va voir ensuite. Bah, de mon côté je trouve que la première partie, donc, le début de la première partie était un peu long, mais finalement c'est vraiment la mise en place et tout au long si vous voulez de cette préparation. Je me suis un peu ennuyée parce que moi j'attendais qu'on arrive, en fait j'attendais un peu quelque chose comme Outfair, j'attendais qu'on arrive sur cette planète en fait, parce que c'est ça que j'attendais, c'est-à-dire que toute la première partie ils sont là, ils se préparent physiquement, ils quittent la vie terrestre pour, je crois que c'est la base lunaire, non c'est la lune. Bref, il y a une base internationale, la station internationale, la station internationale qui est intermédiaire où les astros, enfin c'est pas des astronautes, tous les chercheurs se réunissent pour préparer leur départ vers Nwing en cryogénisation pour se retrouver sur Nwing 25 ans plus tard. C'est ça, c'est un voyage de 25 ans. Et donc en fait, moi j'étais vraiment partie sur la base de on va préparer ce voyage sur la partie 1, donc j'avais un peu hâte qu'on parte en fait, je pense que c'était ça, j'étais dans le... Ouais bon ok d'accord, ils se préparent à supporter tant de jets et tout, ok très bien, ils préparent les plantations, les trucs, les machins, nickel. Moi j'ai envie qu'on s'en aille et qu'on se réveille sur Nwing. Et en fait c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que la deuxième partie, on se réveille avant d'arriver sur Nwing. Et c'est très lent. Et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend, et notre personnage principal n'est pas réveillé du coup. Et en plus de ça, on est plongé dans une culture et des croyances qui sont inconnues pour nous et qui sont très difficilement compréhensibles. Il y a une petite chose intéressante, c'est que là-dedans il y a une enquête. Et ça c'est pas mal. Très courte enquête quand même, enfin, je veux dire on a un crime et puis voilà. Oui, mais bon. J'ai essayé d'en tirer ce que je pouvais parce que vraiment cette partie là je ne l'ai pas aimée parce que je ne comprenais rien. Enfin... Moi je l'ai bien aimé, même si du coup c'était pas du tout ce que j'attendais en arrivant dans cette deuxième partie. Je l'ai trouvée intéressante parce que en fait il y a une partie de la population qui donc est cryogénisée et qui devait se réveiller une fois sur Nwing, et il y a toute une autre partie de la population qui elle devait rester réveillée tout le long du voyage, et notamment le chef de l'expédition. C'est un personnage très intéressant d'ailleurs qui s'appelle Jonathan Way, et je pense que c'est un peu un mélange entre Elon Musk et... Enfin voilà, c'est vraiment la représentation du billionnaire capitaliste
mais avec une espèce de flegme californien, très peace, très... charismatique. Ouais, charismatique, mais vraiment dans l'aspect... Alors il est là pour sa propre expérience et tout tourné vers le numérique, la science et tout, mais en même temps il a quand même ce côté un peu ouais, peace quoi. Peace, cool, ça va bien se passer quoi. Je l'ai trouvé très intéressant. Et en fait ce monsieur, son gros souhait c'est d'être transplanté, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, de clone en clone, c'est-à-dire parce qu'il a quand même 60 ans. Ses souvenirs vers notre clone. Voilà, et j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Alors certes elle est un peu lente, mais j'ai trouvé que tout ce qui touchait à le réceptacle, la création de sa mémoire, les enjeux du coup de la réappropriation de ses notes par ses clones, était quand même assez passionnante, et donc effectivement le crime qui se rajoute à ça est super intéressant, mais pour moi il y a la petite frustration de on arrive au bout de cette partie et en fait ça fait bis repetita comme à la fin de la partie 1. Moi je m'attendais à cool, on se lance dans une partie 3 où on va avoir une résolution, et en fait on se lance dans une partie 3 qui se passe, je sais pas, il y a une grosse ellipse temporelle, bah peut-être pas si grosse que ça, bah le temps de finir le voyage quoi concrètement. Ouais, donc il leur restait 3 ans quoi. Donc 3 années d'ellipse, et en fait on n'a même pas trop le fin mot de cette troisième partie qui se terminait quand même sur un événement assez intense, assez crucial. Donc on n'a pas ce fin mot de l'histoire, on a quelques bribes par la suite au cours de la partie 3 où on découvre des petits éléments, mais moi je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus résolu, quelque chose de on n'a plus pas de expliqué. réponse, on n'a pas de réponse hein. Ah, rien du tout d'ailleurs. Ni à la fin de la partie 1, ni à la fin de la partie 2, ni à la fin de la partie 3. Ouais. Par contre il y a quand même une chose qui est très bien, c'est que dans cette partie 2, bah, en plus d'avoir la partie 1 où le langage est très bien, très intelligent, l'univers aussi est très représentatif de notre monde à nous jusqu'à un certain point. Il y a des croyances, il y a des langues, il y a un système politique, enfin voilà, tout est vraiment bien fait, fourni, construit. Ça c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de question qui reste en suspens quoi. De oh comment ils font pour se nourrir. Moi ça m'a. Enfin quand je repense par exemple à ce qu'on avait lu avec la Florian Soulas. Florian Soulas, si vous voulez, en surface c'était bien construit, mais on se posait des tas de questions sur voilà comment il gère la bouffe, comment il gère ci, comment il gère ça. Et là en fait l'autrice a réussi à intégrer tous ces éléments là de survie, de voyage interplanétaire, tout ça. Sans que ce soit lourd, sans que ce soit trop dense, mais c'est vraiment intégré dans le quotidien des personnages et du coup on se pose pas de questions. Ou alors moi je m'en suis pas assez posée. Donc même la partie SF également, elle est plutôt pas mal. Très bien. Voilà. Moi vraiment ce qui me dérange le plus c'est que j'aurais bien aimé lire un livre centré autour de la partie 2, mais si le résumé m'explique que je vais avoir ça. Voilà, moi j'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour le chant des baleines, le côté un peu poétique et exploration d'une nouvelle planète, et au final on se retrouve plus dans quelque chose qui est du type de la survie. Très clairement. Voilà. Très clairement, ouais. Maintenant pour cette partie 2, il y avait aussi quelque chose, et moi il y a quelque chose qui m'a un peu perturbée aussi, c'est que donc finalement on va vraiment se centrer sur le personnage de ce... je sais pas comment l'appeler, de ce chef d'entreprise, de ce personnage de leader qui devient un leader politique en fait, très clairement. On se centre sur ce personnage que j'ai beaucoup plus apprécié finalement dans cette partie où il est à la recherche de lui-même, avec parfois Enfin voilà, c'était pas quelqu'un de très stable dans cette partie-là. Et on voit l'influence donc de ce que disait Mélo par rapport à cette croyance sectaire. Et il y a des passages qui m'ont un peu perturbée parce que je les ai trouvés, je vais pas dire inutiles, mais un peu longs. Où en fait on revenait sur Terre, je crois du coup ça doit être 60 ans avant, quelque chose comme ça, pour retrouver le gourou de ce Jonathan Way, qui est le chef de... Enfin qui était du coup avant de décéder pendant le voyage parce qu'il était un peu vieux, le chef de cet éveil, ils appellent ça l'éveil je crois, donc de ce groupe religieux. Et en fait on comprend, enfin je crois que l'idée c'est d'expliquer un peu comment il est devenu, comment il a créé son mouvement. Sa secte, croyance. Ouais, quel est l'objectif de cette secte, pourquoi un mouvement pacifique, d'où ça vient. Et je pense que c'est extrêmement d'actualité, même si ça se passe en 2560 cette partie là je crois, un truc comme ça, 2520 peut-être.
puisqu'il s'agit de la guerre entre la Chine et le Tibet. Moi c'est quelque chose que même actuellement en termes contemporains je connais très peu, voire même pas du tout. Pas du tout, j'ai quelques bribes de connaissances de ce qui s'est passé, mais là c'est vraiment beaucoup plus poussé, et donc notamment tout cet éveil en fait tourne autour de la religion bouddhiste, on connaît pas du tout, et en fait c'est raconté comme si comme si on lisait une autrice française qui parle du catholicisme, à des gens qui connaissent le catholicisme, parce que c'est leur culture de base, quoi. Voilà, et nous comme on ne connaît rien et que c'est pas expliqué d'une façon que c'est pas expliqué pour les novices, ça aide pas à comprendre, alors que c'est des parties qui je pense sont censées aider à comprendre l'ensemble de la partie 2, tout ce qui est autour de la secte et des croyances, et moi ça m'a perdu encore plus. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être très intéressant. Ce qui est un peu frappant, c'est que tout le reste elle explique très bien, toute la partie scientifique elle explique ça très bien, mais pas ça. C'est... Peut-être que ça paraissait évident. Moi je sais qu'il y a quelques mots qui m'ont parlé, genre Shambhala, enfin voilà, il y a quelques grands principes sur lesquels j'ai quelques très petites notions. Mais c'est vrai qu'un peu plus d'approfondissement ou des notes de bas de page, ça aurait pu, je pense, aider à se projeter et donc à comprendre finalement pourquoi on nous parlait autant du passé de ce gourou. Parce qu'au début, je me suis dit que ça allait être juste un chapitre, et en fait, c'était quand même, je pense qu'il y en a 4 ou 5 de chapitres sur son passé. Et je me suis dit, zut, parce que moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est l'avancée de l'enquête dans le actuel en fait, c'est de comprendre pourquoi, qui, quand, comment, pourquoi, et finalement c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse alors qu'on nous projette dans un passé qui je pense est supposé nous amener des réponses, mais voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que c'est on a quelques pistes. Maintenant ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est l'aspect dans cette deuxième partie sur la création de mondes, comment ils appellent ça, en gros c'est des cyber designers, on va appeler ça, j'ai oublié le terme qui est d'ailleurs très bien choisi, voilà, où en fait il y a énormément de numérique, ils vivent dans un monde numérique, et donc en fait tout ce qui n'est pas réel est dessiné par l'esprit, enfin par certains créateurs qui codent ça avec leur tête, donc bref voilà. Et ça j'ai trouvé ça super sympa, et c'est vrai que c'est pas mal comme façon dont on a amené les choses, expliquer les choses, ça c'était bien. Et donc du coup tout ça pour nous amener à la troisième partie, qui est censée être de l'exploration, qui n'en est pas réellement non plus. Et là, malheureusement, la fin dérive vers quelque chose d'extrêmement onirique. En tout cas pas clair. J'aurais dit perché, moi. Oui, mais c'était le mot gentil. Onirique c'est gentil, parce que moi ça m'a pas fait rêver plus que ça, j'ai pas trouvé ça poétique plus que ça, j'ai juste trouvé ça complètement... Enfin, je me suis vraiment demandé si j'avais pas raté quelque chose quelque part. Alors je rectifie parce que vous avez peut-être vu ma présentation sur la cité diaphane, où c'est exactement ce que je dis. En gros, première partie intéressante, deuxième partie on rentre dans le truc, enfin première partie un peu longue, deuxième partie on rentre dans le truc, troisième partie ça se barre complètement voilà. On n'en est pas à ce stade. Là sur la partie 3 on est vraiment, typiquement moi c'est à ce moment là que je m'attendais à un récit type Outsphere, avec de l'installation, de la recherche, parce que c'était quand même le but de la mission. Et en fait on se rend compte que du coup à la fin de cette partie 2 qui était assez explosive, il s'est passé des trucs. Alors moi ça a compromis la mission en soi quand même, mais on aurait quand même pu continuer sur la lancée du départ un petit peu, et ça part complètement ailleurs, ce qui fait que moi j'ai une sensation déjà de pas avoir compris, même si on comprend un peu quand même globalement, mais voilà, soit je suis censée extrapoler d'une certaine manière et je n'y arrive pas, j'en sais rien, et surtout ça donne l'impression que les trois parties sont extrêmement décousues les unes des autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à recréer le lien entre toutes les parties. Moi je pense que c'est l'épilogue qui est censé nous donner le fil rouge du truc, et finalement je suis passée à côté de cet épilogue. Vraiment je l'ai pas compris, j'arrivais pas à localiser qui était qui. Ça a été très compliqué. Maintenant la partie 3, on retrouve enfin ce personnage principal qui avait été planté dans le décor du début comme étant le personnage principal, et du coup on a complètement perdu pendant 1 à 2 parties. Là on le retrouve, et on l'explore un peu plus. C'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs, parce que ça change des personnages féminins qu'on peut avoir l'habitude de voir. Voilà, on est sur
je veux pas dire non, pas une personnalité atypique, mais juste quelqu'un de très différent, voilà, qui vit pour son métier, pour sa passion et qui veut pas rester dans son petit confort. Enfin voilà, c'est un personnage très intéressant, le personnage de Brume. Maintenant, ouais, on est vraiment plus sur un récit survivaliste. Il y a une petite notion politique aussi, la mise en place d'une politique chez des colons, c'est beaucoup moins poussé que sur Outsphere. Donc si vous cherchez quelque chose comme Outsphere, c'est pas aussi détaillé. Mais je pense qu'en ce qui me concerne, c'était juste la bonne dose pour moi. Voilà, Outsphere, c'était peut-être un peu too much dans le côté découverte, terraformation, tout ça. Là, du coup, il n'y a pas cette partie-là qui m'a quand même manqué. Mais j'ai trouvé les tenants et les aboutissants de cette partie 3 intéressantes. Mais encore une fois, chaque partie prise indépendamment les unes des autres sont très intéressantes, mais c'est la globalité et soit il manque de lien entre les parties, soit il manque de développement dans chaque partie pour faire le lien. Alors entre c'est des parties qui sont déjà assez longues en ressenti. Ouais. Donc difficile de faire plus, il aurait fallu élaguer un peu et mettre des parties un peu plus explicatives, plus claires, enfin plus compréhensibles, ou je sais pas, ou peut-être que nous qui n'aimons pas ce qu'il fallait pour comprendre le récit, je ne sais pas. Mais c'est dommage parce que vraiment la plume est très bien, surtout au début. J'ai trouvé que les mots sonnaient juste par moments, vraiment, c'était assez beau. Sans être non plus, faut pas s'attendre à quelque chose de magnifique non plus. C'est bien écrit. Bah, je veux pas non plus trop l'encenser pour que si vous vous lanciez dans la lecture, vous vous attendiez à quelque chose de plus. Mais disons que par rapport aux lectures qu'on avait fait avant, c'était clairement du positif. Oui, voilà. Et le résumé, c'était clairement axé sur la planète Nuing. On était censé y découvrir plein de choses de cette planète et au final... ils ont atterri, ils ont planté la tente et puis voilà, enfin ils sont allés dans une autre petite zone plus loin et là on part tout de suite dans quelque chose de très bizarre. Le résumé mentionne quand même l'aspect sauvegarde de la mémoire, de la conscience humaine, qui m'intéressait aussi, mais je pensais pas que ça serait dans une partie comme ça. Ne manque pas d'évoquer les utopies de Ursula Le Guin. Je vois pas trop en quoi c'est une utopie. Je pense que c'est la partie 1 qui se veut un peu utopique. Le fait qu'il y ait autant de peuples qui se côtoient ensemble, qui travaillent ensemble. Parce que si tu veux, en soi, il y a pas de. C'est pas la société humaine qui pose problème, sauf à la fin où il y a dans les situations de crise, du coup, forcément des conflits qui naissent, mais sinon, en règle générale, on est quand même sur une population dans la partie 1 qui est une population internationale et interplanétaire voilà, et puis une population très diversifiée, ça c'est super intéressant. Ouais, je pense que sur le côté utopique, t'as aussi l'aspect réussite d'une installation extraplanétaire. Parce que finalement, il y a toute une partie de la population qui s'appelle les Sélènes qui n'ont jamais posé les pieds sur Terre, qui sont nés sur la station internationale et qui y vivent et qui sont très heureux d'y être. Et voilà. Donc je pense que c'est peut-être cet aspect-là. Moi, il y a un truc qui m'a marqué pour conclure. Je pense que c'est le cas dans d'autres romans aussi, mais là ça m'a particulièrement marqué, sûrement parce que j'ai pas compris. C'est l'aspect. Il n'y a pas de but en soi. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'on commence cette histoire. Moi, j'étais partie sur un but assez précis de on va sortir de là avec cette réponse. Y a-t-il oui ou non de la vie intelligente sur Nuing, parce que c'est un peu ce qu'on nous voit. Pour moi, il y a quand même un but parce que dans le résumé, on nous dit que voilà. Le personnage principal, quand elle était jeune, elle a entendu des chants provenant, des chants qui rappellent les chants des baleines, des bruits, des sons qui proviennent de Nuing, qui ont été enregistrés grâce à une sonde. Elle a entendu ça quand elle était enfant, ça l'a passionnée et du coup elle est devenue chercheuse, chercheuse, et elle est montée dans cette expédition qui allait explorer Nuing. Pour moi ça c'est le but, mais au final, pas vraiment. Pour moi, le but, c'est vraiment est-ce que oui ou non ces sons sont produits par des espèces intelligentes et c'était ça le but de la recherche en fait, c'est d'aller découvrir une nouvelle planète, tout ça. Et moi, c'est un peu quelque chose qui me. Pas qui me gêne, mais du coup qui m'a encore plus perdue, je pense, de me dire bon bah j'avais pas de but dans ma lecture. À quoi m'attendre, à quoi me raccrocher, c'est-à-dire qu'on avance là, partie par partie, on a des trucs complètement différents, mais en même temps on sait pas trop où on va parce que bah juste c'est un peu l'histoire de la vie, c'est-à-dire les gars sont là, bon bah ils subissent. Ils subissent pas mal de choses qui.
qui sont toutes, je trouve, bien trouvées. Il n'y a pas trop l'aspect drama, je trouve. Oui. Et ça, c'est super bien. On n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, et ça, c'était top. Mais voilà, il y a un peu cet aspect de où on va. En résumé, si vous voulez le lire pour son résumé, parce que le résumé vous a intrigué, sachez que ça ne va pas dans la direction que vous pensez, je pense. Voilà, je pense que ça mérite quand même d'être lu. Oui. Mais voilà, il faut un lecteur qui est intéressé par les sujets abordés et qui accepte de pas comprendre, je pense, parce que voilà, je pense pas qu'on manque de capacité à comprendre ou quoi, je sais pas. Peut-être qu'il faut plus d'expérience dans la science-fiction pour comprendre ce livre, je sais pas. Bah en tout cas sur l'aspect science-fiction, moi c'était toujours un truc qui m'inquiète un petit peu quand je m'attaque à la science-fiction, parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Je vous l'ai déjà dit, moi les planètes, tout ça, et deux choses, l'exploration planétaire et l'exploration des fonds marins, c'est deux sujets moi qui ne m'intéressent pas. Et bah là j'ai trouvé ça intéressant, je trouvais ça bien amené, c'était pas rébarbatif, sûrement parce que finalement on n'a pas vraiment d'exploration planétaire, hein, voilà, ça doit aider un petit peu, ni d'exploration de fonds marins. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que je trouve que l'aspect SF est très bien amené, c'est pas trop dense, c'est assez léger mais suffisamment... Enfin voilà, c'est suffisamment complexe, on est sur la littérature adulte, pas sur du young adulte un peu... Qui se déguise en adulte. Voilà, donc très très belle lecture finalement, même si pour moi ce sera pas mon vote final, mais il a de très très belles qualités et je comprendrai, si jamais il est lu, je comprendrai tout à fait pourquoi. Maintenant c'est un livre qui m'a moins parlé. J'ai un autre livre de l'autrice dans ma palle, il s'appelle Quitter les monts d'automne. J'avais vu des retours mitigés sur celui-là, donc voilà. Je vais peut-être pas me précipiter pour le sortir, mais en tout cas, je sais que La plume d'Émilie Kerbalek, franchement, vaut le détour. Oui, clairement. Voilà, sur ce, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez compris. Et en se donnant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.